On les surnomme les grands flics. Ils ont assumé les plus hautes responsabilités, résolu les affaires les plus complexes, affronté les plus grands criminels. Charles Pellegrini, Ange Mancini, Martine Monteil et tant d'autres ont consacré leur vie à la police et donc au service des Français. Eh bien, ils se racontent dans un livre, Flic Story. C'est aux éditions du Rocher, un livre qui décline d'un podcast que vous connaissez peut-être parce que c'est le podcast de Guillaume Fard. Bonjour oui. Guillaume. Podcast de BFM TV. Et de Guillaume Fard. Bon, attendez, il faut assumer. Absolument. Merci Guillaume, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Voici le livre. Et Christian Flech nous accompagne. Merci beaucoup. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Bonjour, ancien directeur de la police judiciaire de Paris. Guillaume, un peu de vous. Vous avez sortir de votre casquette de consultant police-justice. Pourquoi vous fascinez pour les grands flics, comme vous le faites dans le podcast et comme vous le faites dans ce livre? C'est difficile de répondre à cette question. On me la pose souvent, mais j'ai pas de policier dans la famille, moi. Donc, j'ai d'ailleurs, assez paradoxalement, jamais cherché à devenir policier moi-même. Au final, j'aurais pu passer les concours, comme d'autres gens. J'avais fait des études qui, en partie, y mènent. Et en fait, non. Je suis devenu prof, vous voyez. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir. On réussit pas toujours. Non, mais après, le fait d'être prof, ça a au moins une vertu, ça permet d'inciter d'autres à s'engager, en tout cas accompagner la vocation d'autres, et c'est ça qu'on fait aussi quand on accompagne des élèves vers les concours. Et puis, ça permet aussi de faire œuvre de pédagogie. Et c'est un livre qui a, je pense, une vertu pédagogique, puisque c'est un livre qui essaye d'expliquer l'engagement des autres. Et au fond, expliquer pourquoi d'autres s'engagent, c'est peut-être une forme d'engagement. En tout cas, c'est mon engagement à moi. Et c'est ce qui a présidé un peu la démarche, la démarche de ce livre. Et c'est passionnant de se plonger dans la vie de ces grands flics, d'en découvrir. Christian Flech, évidemment, vous en faites partie. 26 ans, on a tout votre parcours quand vous intégrez et que vous dirigez la police judiciaire parisienne. Vous évoquez avec Guillaume quelques-unes des grandes affaires qui ont fait votre carrière. L'une des premières, c'est l'affaire de l'APA. On est en décembre 84. Ça commence, j'ai envie de dire presque banalement, comme un meurtre d'un grand avocat. Sauf que vous allez arriver sur une scène de crime très particulière. Racontez-nous. Oui, merci de me faire venir pour parler des grands flics. J'aurais pu être remplacé par nombre de personnes qui sont dans le livre ou qui ne sont pas encore dans les raies de Guillaume. Non. Non. Pour parler de Valérie Subra, non. Oui, bien sûr. C'est Christian Flech. Mais d'accord. Mais après, c'est toujours aussi compliqué de réduire l'activité de quelqu'un sur 2 ou 3 affaires. Mais cette affaire-là, effectivement, elle commence banalement un samedi soir. La brigade criminelle, c'est un fonctionnement qui est très huilé. Il y a un groupe d'astreinte, un procédurier d'astreinte, un commissaire d'astreinte et le chef ou l'adjoint du service d'astreinte. Voilà, j'étais le commissaire d'astreinte ce soir-là. On m'appelle et en général, quand la brigade criminelle arrive sur une scène de crime, il y a déjà des policiers qui sont intervenus, des policiers en uniforme. Donc c'est assez facile de trouver parce qu'on repère les gyrophares et puis on essaye de trouver une place pour stationner le véhicule. Et puis on arrive sur une scène qu'on a finalement un peu l'habitude de trouver, c'est-à-dire un meurtre dans cette situation particulière, un meurtre violent avec quelqu'un qui a perdu sa perruque, ce qui fait que la personne qui commence à le violenter lui donne un coup de bâton et elle a l'impression de le scalper puisque la perruque s'en va. Et puis l'ensemble est fouillé. Et puis c'était il y a 40 ans et c'est quand même curieux que 40 ans plus tard, on en soit encore à évoquer cette histoire. Sans doute parce qu'elle était symbolique, sans doute aussi parce que les gens qui ont été jugés sont des gens qui sont jeunes. Valérie Subra. Parce que c'est une femme qui est derrière tout cela. Parce que c'est une femme qui n'est pas derrière tout ça, mais qui a participé activement. Et puis il y a 2 hommes, et ils ont tous entre 18 et 20 ans. Attab et Sarraute. Ouais. Sarraute qui est un podcast de l'Instant où qui est Jean-Rémy Sarraute qui est décédé il y a 1 an et qui était invité d'un podcast de BFM qu'on a fait. Donc il nous raconte cette histoire. Et Valérie Subra, elle l'a pas, donc elle a 16 ans, 17 ans, Christian, c'est ça ? 18 ans, et donc elle va aguicher des types dans des boîtes de nuit qui ont de l'argent, et elle les raccompagne ensuite, elle accepte de rentrer chez eux, dans leur appartement, elle décroche la porte pour que Attab et Sarraute viennent ensuite pour les torturer, les faire parler, donner de l'argent, numéro de carte, enfin bon. C'est qui est devenu un film. C'est pas l'adversaire. Non, l'adversaire, c'est Jean-Claude Roman, c'est l'APA. C'est l'une des affaires qui nous permet de comprendre les coulisses de comment travaille
les grands policiers. Est-ce que vous avez encore appris des choses, Guillaume, en interrogeant ces grands flics sur la manière dont ils travaillent, sur ce qui fait qu'ils ont peut-être une patte particulière ? On apprend que ça a beaucoup changé, parce que dans les 10, il y en a qui ont exercé à la toute fin des années 60. Je pense à des gens comme Ange Mancini ou encore même Charles Pellegrini qui commence sa carrière dans la police en 1968. D'abord comme CRS, puis commissaire de police à partir de 1969. Donc quand vous arrivez, vous êtes policier à Lyon en 1969. C'est des moyens d'enquête qui n'ont strictement rien à voir avec les moyens les plus récents et les plus modernes que racontent d'autres policiers qui sont encore en activité. Je pense à Christophe Molmy, par exemple, qui est à la brigade des mineurs actuellement. Il la dirige. Il est encore en activité. Et il y a peut-être 40 ou 50 ans, il y avait plus de liberté. Ça, c'est assez clair. Il y a des moments qui sont assez savoureux où ils racontent comment ils font se mettre à table, certains des prévenus, au sens propre du terme. On les amène manger. Et Charles Pellegrini raconte que dans l'affaire du gang des Lyonnais, Edmond Vidal, il l'amène manger une entrecôte. Momon Vidal. Et lui mange une andouillette, quoi. Et ils se parlent. Voilà. Donc c'est des moments qu'on ne pourrait plus vivre aujourd'hui. Ce serait très difficile aujourd'hui de prendre une personne mise en examen avec la procédure pénale. On l'imagine assez mal aujourd'hui dans le contexte. Et lui dire, viens, maintenant on va aller manger une entrecôte, quoi, et tu vas me raconter ça. C'était un autre temps, ça c'est clair. Après, ce que disent aussi beaucoup de ceux qui sont interviewés, c'est que y a parfois cette image d'Épinal comme quoi les bandits dans les années 70, dans les années 80 avaient un code d'honneur, seraient finalement des bons bandits quelque part. Et alors ça ils aiment pas, les 10 qui sont dans le livre. Quand je m'en signais à cette phrase, à un moment, il dit mais un bandit, c'est un bandit. Un bandit des années 70, c'est un bandit des années 70. Et c'était pas plus facile, moins violent en 1970 que maintenant. Ça, c'est une phrase, une simple phrase. Moi, je pense que si, c'était pas pareil. C'était pas du tout la même chose. Il y avait des codes d'honneur. Ce livre, tu vois, Guillaume, il existe. On pourra plus l'écrire dans 10 ans. On pourra plus le faire. Parce qu'il y aura plus des gens comme Christian Flech, il y aura plus des gens comme Ange Mancini, il y aura plus des gens longue vie, quand même, comme non, c'est gentil. Oui, non mais bon, on a le même âge. Il y aura plus des gens comme Pellegrini parce que ces grands patrons là où manquait peut-être Paul Loret qui avait été à l'ECRB, je sais pas malheureusement s'il existe encore, mais donc ces grands patrons de la police, on pourra plus les raconter de la même façon parce que c'était un enjeu aussi. Parce que ça c'est devenu administratif. Avant, c'était tellement humain, la police, avec des patrons comme toi. Alors justement, si vous voulez bien, on va sur une petite anecdote avec Christian Flech, parce que vous avez aussi dirigé le service de protection des hautes personnalités. Vous racontez, par exemple, Clinton. Oui. Comment vous faites quand il y a Clinton qui arrive ? Je voudrais revenir simplement sur le livre et les podcasts, parce que moi, j'ai même appris un certain nombre de choses sur mes collègues, alors que je les connais, à l'exception de Marc Aliaros, que j'ai découvert, parce que je l'avais croisé, mais je ne le connaissais pas. Mais j'ai appris des choses sur des collègues que je fréquente même encore maintenant, dont on connaît les familles, etc. Sur leur technique ? Non, sur l'aspect humain, sur leur vie, sur des aspects. Ange Mancini est quand même le plus extraordinaire. Il a commencé employé aux Écritures dans un commissariat. Il a fini préfet, coordonnateur du renseignement à l'Élysée. Donc c'est une vie fantastique. Donc si vous voulez que je vous parle de Clinton, c'est ma période où pendant 4 années j'étais au service de protection des hautes personnalités, qui s'appelle maintenant le service de la protection. Et donc on est là, on est chargé, c'était ma responsabilité à l'époque, j'étais responsable de la sécurité des hautes personnalités étrangères qui étaient en visite ou en résidence en France, et arrive le président des États-Unis, donc ça fait partie des exercices compliqués. Son successeur, donc Joe Biden, semble-t-il, va venir dans quelques semaines, donc je sais que ça va être un exercice compliqué parce que les Américains arrivent en nombre. Ils ont une organisation qui est différente de la nôtre puisque en dehors du Secret Service dont tout le monde parle, il y a d'autres agences fédérales, notamment par exemple le secrétaire d'État américain n'est pas protégé par le Secret Service mais par la sécurité diplomatique. Voilà, tout ça oblige à ce que face au nombre, face à leur organisation, on puisse s'adapter pour que l'enjeu diplomatique que représente un tel voyage soit assuré sur le plan de la sécurité. On est un peu à cheval entre les deux. C'est jamais simple. On s'en rend compte. Puisque Christian ne va pas au bout de l'anecdote, mais l'anecdote, c'est que Jacques Chirac avait voulu amener Clinton manger. Et que oui, mais là, si vous voulez. il avait fallu bloquer beaucoup de rues de Paris pour parvenir sur un préavis assez court à l'amener au restaurant. Je vais la résumer simplement, c'est que le président américain n'a pas le droit de monter dans une voiture qui n'est pas une voiture du Secret Service.
et le président français de l'époque ne souhaitait pas monter dans une voiture américaine. Donc ça veut dire que pour un truc qui paraît assez simple, venez prendre l'apéritif à l'Élysée et ensuite on va aller dîner ensemble à la Mille-Louis, qui était le restaurant qui avait été choisi. Il a fallu donc qu'il y ait 2 cortèges. Le cortège du président français, qui était un cortège souple et simple, qui partent en dernier de l'Élysée et qui arrive en avance à la Mille-Louis pour accueillir les invités. Et puis le président américain qui circule dans une bulle, c'est-à-dire que toute la circulation est bloquée sur son passage. Et accessoirement, il a fallu que le préfet de police prenne un arrêté pour changer le sens de circulation d'une rue parce que la voiture américaine ne pouvait pas tourner. Normal, c'est un président américain. C'est normal. Il n'a pas pu poser son avion devant la Mille-Louis, non? Air Force One. Si ça n'avait pas été Christian Flech, ça aurait été qui? En plateau avec nous aujourd'hui, si c'était pas Christian. Il y en a disponibles. Non, pas cette réponse, Guillaume. Ça aurait été qui? Allez, un seul. J'aurais préféré que ce soit peut-être Charles Pellegrini. Ne tourne pas autour du pot. Non, mais je vais répondre très clairement par Charles Pellegrini, qui est en Corse et qui nous regarde depuis la Corse. Salut Charles. Exactement pour les raisons que tu évoquais. C'est l'âge. C'est-à-dire que oui, peut-être, et je lui souhaite une très longue vie, mais il a plus de 80 ans maintenant. Et peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, ça ne serait plus possible de recueillir ce type de témoignage. Et je pense que c'était important aussi de le faire maintenant pour avoir une collection de portraits. Mais oui, justement, il n'y aura pas d'autres livres comme celui-ci, il n'y en aura plus. Non, mais j'ai bien aimé les podcasts aussi. Les podcasts, c'est bien. Les podcasts, il y a la voix, oui, bien sûr. Les intonations. Charles Pellegrini, qui arrête Patrick Henry à Troyes, meurtrier du petit Philippe Bertrand, qui l'emmène dans le bois. Patrick Henry ne veut pas parler et qui tire autour de sa tête avec son revolver. Qui tire autour de sa tête, qui vide son chargeur pour le faire parler, mais ça n'a pas marché quand même. Non, mais c'est toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, l'humain aussi, vous aviez raison de le souligner, l'humain de tous ces policiers, c'est ce qu'on retrouve dans Flic Story aux éditions du Rocher, dans les podcasts qu'on retrouve évidemment sur le site de BFM TV et toutes les bonnes plateformes de streaming. Merci beaucoup Christian Flech, merci beaucoup Guillaume Fardel sur le plateau d'Affaires suivantes, c'était évidemment un plaisir.